Hein? Oui, oui. Donc justement, donc je vais essayer de conclure de manière anecdotique après beaucoup de concepts, et donc de raconter un peu l'histoire de l'hypothèse computationnelle de l'esprit, qui est un moment très très daté de l'histoire, enfin de la philosophie, de la psychologie, puisque justement c'était là je vais vous parler des sciences cognitives qui se veulent interdisciplinaires et qui sont nées à une date très précise et qui ont commencé et qui, dans leur acte de naissance en 1956, ont posé une hypothèse qui se voulait scientifique et empiriquement vérifiable ou falsifiable. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on pose une hypothèse sur la nature de l'esprit et on affirme que cette hypothèse n'est pas philosophique, mais bien scientifique et vérifiable empiriquement. Donc c'est ça que c'est cette hypothèse même et même sa modalité épistémologique qui, d'après moi, est devenue désuète. On s'est aperçu que ça ne marchait pas, qu'on ne pouvait pas raisonner comme ça, et c'est un petit peu ça que je vous propose de regarder. Alors, GOFAI, comme l'a dit Perceval, ça veut dire Good Old Fashioned Artificial Intelligence. Donc, on voit bien même dans l'acronyme qui s'est attaché à cette première intelligence artificielle, la désuétude explicitée par les propres acteurs qui en faisant retour sur les temps des pionniers. Alors, juste un petit mot, l'intelligence artificielle dont je vais vous parler n'est pas du tout l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment la première, 1955-1985, je vais revenir un peu sur quelques jalons historiques. Ce n'est pas du tout l'intelligence artificielle d'aujourd'hui qui est basée sur des méthodes statistiques, donc des méthodes très différentes de celles dont je vais parler, qui n'a pas du tout la même classe de problèmes. On est aujourd'hui dans l'analyse de données massives pour résoudre des problèmes concrets. Là, on était vraiment dans l'analyse de problèmes mathématiques, de puzzles, etc. Et l'ambition n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, on cherche dans l'intelligence artificielle l'efficacité, les résultats. L'objet, et justement, de cette première intelligence artificielle était de trouver le mécanisme général de l'esprit. Donc, on était vraiment dans l'intelligence artificielle générale, donc dans une quête vraiment, comme je vais essayer de montrer, philosophique. Alors, du coup, le plan rapidement. Alors, oui, ça ne marche pas, ça. Non. Alors, en fait, donc je vais passer assez rapidement sur les points 1 et 2. Je vais pas mal m'attarder sur le point 3, c'est-à-dire qu'est-ce qui est devenu désuet dans la vieille intelligence artificielle. Je vais passer de nouveau de manière assez rapide sur les points 4 et 5, qui sont les points vraiment historiques. Et si j'ai le temps, je ferai le point 6, qui est à mon avis également intéressant, mais en fonction du temps, on sautera, parce que c'est aussi un petit peu plus compliqué à expliquer. Donc, je ne sais pas si on aura l'énergie pour aborder le point 6. Mais les points intéressants, c'est les points 3, enfin, mon jugement, les points 3 et les points 6 de mon exposé. Alors d'abord, un petit rappel sur la naissance de l'intelligence artificielle. Donc, il y a une date qui est le séminaire de Dartmouth en 1956. Vous voyez sur la photo quelques-uns des participants, notamment ceux qui sont connus, c'est bien sûr Shannon, tout à droite, McCarthy, Minsky, qui sont ceux qui sont restés les plus connus, mais les autres sont aussi connus comme des pionniers. Ceux qui ne sont pas présents, c'est Newell et Simon, mais qui étaient présents à certains moments du séminaire de Dartmouth. Et ces gens-là se sont découverts vraiment une hypothèse commune. Là, j'en donne l'expression qu'on a donnée à Simon quelques années plus tard, mais elle est vraiment partagée par tous ces acteurs. L'ordinateur fait partie d'une famille importante d'artefacts appelés systèmes physiques de symboles, Physical Symbol System. Un autre membre important de cette famille est le cerveau humain. Donc, le cerveau humain est une espèce de système physique de symboles. Certains pensent que c'est le plus important. Et nos travaux reposent fermement sur l'hypothèse que l'intelligence est l'opération de systèmes de symboles. Et dans le mot hypothèse ici, il faut comprendre hypothèse empirique, scientifiquement vérifiable, falsifiable. Voilà. Et donc, on voit ici que c'est même pas finalement l'hypothèse, quand je dis l'hypothèse computationnelle de l'esprit, finalement l'esprit n'est qu'un cas particulier d'un nouveau concept qui est le concept d'intelligence, et que l'esprit quelque part instancie tout aussi bien que l'ordinateur. Alors,
cette AI, en fait, quand je dis qu'elle cherche à se démontrer empiriquement, quels sont le type d'expérience qu'elle fait? C'est tout simplement, on va prendre des opérations jugées intelligentes, comme jouer aux échecs, résoudre un puzzle, des équations mathématiques, faire de la logique, et on va écrire des programmes informatiques qui résolvent le problème de manière aussi satisfaisante, sinon plus, que l'homme. Et par là, on a démontré, regardez, notre programme qui est auscultable réplique les opérations d'intelligence de l'homme. Donc, jusqu'ici, notre hypothèse, alors elle n'est pas prouvée, mais elle est vérifiée empiriquement, et donc on peut supposer que par un progrès indéfini, toutes les opérations d'intelligence de l'homme pourront être répliquées par, par un ordinateur. Et donc, il y a eu en effet au départ des énormes succès, notamment en 1956, Newell et Simon, qui ne sont pas sur la photo, arrivent avec le premier programme d'intelligence artificielle qui, d'une manière assez impressionnante, redémontre tout seul tous les Principia Mathematica de Russell et Whitehead. Donc, c'est quand même un programme qui peut redémontrer ce que Russell et Whitehead, qui était le sommet de la logique et même donc le sommet quelque part de l'intelligence, était réplicable par un ordinateur. Et donc, on se disait, bon, si l'ordinateur sait déjà redémontrer tous les théorèmes des Principia Mathematica, le reste ne sont que des corollaires. À cette époque, on était assez logiciste, et donc finalement, tout devrait marcher comme on veut. Mais après, il y a eu d'autres succès, des succès dans les jeux de dames dès 1959, un ordinateur qui joue aux dames et qui commence à gagner des parties, des jeux qui redémontrent des théorèmes mathématiques, des jeux qui redécouvrent, qui permettent de classer des espèces chimiques, des molécules chimiques. Donc, il y a eu pas mal de succès tout au long des années 50 et 60. Alors, je ne vais pas refaire cette histoire, on n'a pas trop le temps. Pour le dire rapidement, après une première période de succès, ça a commencé à stagner dans les années 70-80. Alors, je vais revenir sur ces mécanismes de désuétude, mais je vais maintenant expliquer le terme GOFAI. Le terme GOFAI est né en 1985 d'un ouvrage d'un philosophe qui était très intéressé par ces sujets et qui écrit un livre sur l'AI et qui invente donc ce terme. Et c'est très intéressant, donc je prends la citation où il invente le terme. Il dit « Je ne nie pas bien sûr qu'il y ait de nombreuses théories de l'esprit qui décrivent des mécanismes intéressants qui ne relèvent pas de l'AI. Pour marquer l'usage précis que je veux en faire, j'ai capitalisé intelligence artificielle partout, mais au cas où ça ne serait pas suffisant, si quelqu'un veut utiliser ces mots pour un autre rôle, on pourrait aussi parler plus explicitement de ce que j'appellerais la bonne vieille intelligence artificielle. GOFAI, Good Old Fashioned Intelligence, Artificial Intelligence. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on voit en 1985, qui est vraiment une période charnière, le milieu des années 80, que finalement, ce qui était traditionnellement appelé AI, on n'est plus sûr que ce soit la seule manière de faire de l'AI ou d'expliquer l'esprit. Et les années 80, c'est l'époque où les réseaux de neurones vivent leur deuxième renaissance. Les réseaux de neurones sont en fait datent des années 40. Voilà. Pendant des années, ça a été justement par Minsky, par McCarthy, ça avait été quelque part décrié. En 1985, une nouvelle forme d'intelligence artificielle apparaît. Et donc, Hodgland, qui ne connaît pas, qui ne comprend pas très bien les réseaux de neurones, mais qui voit arriver des nouvelles théories, se sent obligé de préciser ce dont il parle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son esprit, GOFAI n'est pas encore péjoratif. Il dit c'est la good old fashion, celle qui est bien, celle qui a des résultats prouvés, celle dont tout le monde parle. Donc en 1985, c'est encore un terme qui est celle qui a des résultats prouvés. Bien sûr, le terme GOFAI étant un peu goofy en anglais, un peu maladroit, ça va être repris de manière péjorative à partir des années 90. Mais ce qui est intéressant, c'est que les années 85, c'est vraiment cette période où l'intelligence artificielle vacille et est remise en cause. Alors pourquoi cela? Parce que les mécanismes de désuétude en 1985 sont déjà assez avancés. Alors, je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas parler des mécanismes, je vais d'abord parler de qu'est-ce qui est devenu désuet et pourquoi, en 1985, on commence à pressentir que tout ça pourrait être passé. Alors, quand on parle de désuétude, c'est d'abord une notion pour moi culturelle, et ce qui est devenu désuet d'une certaine manière,
pour moi, ça renvoie aux adjectifs vieillot, fané, démodé. Et donc, ça renvoie d'abord à un certain mode, un certain air du temps qu'on peut voir dans ces photos noir et blanc de chercheurs vêtus d'un impeccable costume cravate, avec des jeux de dames, jeux d'échecs et des énormes ordinateurs derrière. Donc, ça évoque un peu les années 50, la guerre froide, la science-fiction, une certaine imagerie de cette époque des années 50. Et en fait, ce n'est pas simplement justement ce côté démodé culturellement a un fondement conceptuel réel, qui est que ces chercheurs, donc là vous avez Simon à gauche et Lee Samuel à droite, faisaient partie d'intellectuels américains dans les années 50, début des années 60, qu'on appelait les Action Intellectuals, et qui avaient leurs entrées à la Maison-Blanche, au Pentagone, au secrétariat d'État américain. L'intelligence artificielle a été massivement financée par le ministère de la Défense américain. Pourquoi? Parce qu'on était dans un contexte de guerre froide, qu'il y avait un risque de guerre nucléaire et qu'il y avait une doctrine à l'époque dans l'élite américaine qu'il fallait un nouvel ordre mondial basé sur une rationalité absolue pour éviter la guerre froide. Donc, on était vraiment dans ce risque-là, et donc le Pentagone finançait des projets purs de recherche sur la théorie de la décision, sur la recherche opérationnelle. Alors, sur la recherche opérationnelle, plutôt pour gagner un avantage militaire contre les soviétiques, mais sur la réflexion sur l'esprit humain, sur la rationalité, pour essayer de mettre en place des protocoles de décision, par exemple en cas de guerre nucléaire, ceci l'époque où la théorie des jeux se met en place, pour essayer d'avoir une doctrine qui soit fiable et qui évite le pire. Hein, donc tout ça est raconté, ce que je vous raconte là est raconté dans un livre d'histoire extrêmement intéressant, qui à ma connaissance n'est pas traduit en français, How Reason Almost Lost Its Mind. Il parle de rationalité de la guerre froide, hein, et donc qui explique qu'un ensemble très spécifique de circonstances se coagula au fait de la guerre froide pour faire de ces débats sur la rationalité non seulement une conversation fascinante, mais la plus importante des conversations à travers les sciences humaines aux États-Unis. Il y avait des enjeux géopolitiques énormes. Tout le monde était convaincu que la rationalité était le seul moyen d'empêcher la folie d'une guerre nucléaire. Enfin, avait-on une assignation à étudier l'esprit, et puis vint l'argent des tsunamis de financement. Donc, il y a eu en effet également, dans cette première vague d'intelligence artificielle, énormément d'argent qui attirait les meilleurs cerveaux, et donc une certitude qu'on allait, entre guillemets, craquer le problème de l'intelligence et réussir à mettre en place un nouvel ordre mondial basé sur une rationalité pure. Hein, il y a même eu des programmes qui essayaient de simuler qu'est-ce qu'on ferait, comment est-ce qu'on déciderait en cas de guerre nucléaire. Alors, c'est ça qui, quelque part, est devenu, enfin, à un premier niveau, c'est ça qui est devenu désuet, c'est-à-dire cette croyance que la rationalité nous sauverait des catastrophes nucléaires. Et donc, c'est d'ailleurs devenu désuet assez vite, puisque bien sûr, l'autocritique est toujours contemporaine d'un phénomène. Vous voyez cela, par exemple, dans cette image, qui parodie les deux images que vous venez de voir. Hein. Donc là, Kubrick est extrêmement fort pour capter l'air du temps et l'imagerie inconsciente des gens. Et donc là, on est dans la salle où comment il s'appelle, le capitaine, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est joué par, j'oublie tous mes par Peter Sellars. C'est là que la guerre nucléaire va être déclenchée, alors malgré tous ces ordinateurs qui sont censés apporter de la rationalité et de la sécurité. Alors, donc à un premier niveau, c'est ça qui est devenu désuet. Exactement. Et fondamentalement, donc si on creuse un peu conceptuellement ce qui est devenu désuet, c'est cette idée de l'intelligence. Hein, cette idée de l'intelligence comme finalement pouvant résulter d'une série de processus calculatoires, donc du traitement de symboles
comme le dit Simon. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir un peu sur ce qu'en pensent deux de ces pionniers, 20 ans après. Alors Brooks, qui est aussi un des pionniers qui travaille maintenant chez Google, à cette époque, on pensait que l'intelligence était le mieux caractérisée par les choses que les scientifiques mâles hautement éduqués trouvaient difficiles. Les choses que les enfants de 4 ou 5 ans faisaient sans effort, comme distinguer visuellement une tasse à café d'une chaise, se déplacer sur 2 chambres ou trouver son chemin dans la chambre, n'étaient pas considérées comme des activités requérant de l'intelligence. Donc l'intelligence, c'était vraiment résoudre des problèmes de maths, des problèmes de logique compliqués, mais ce n'était pas s'orienter dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que Simon dit la même chose. On pensait qu'il serait assez simple d'écrire des programmes permettant d'observer, reconnaître, se mouvoir physiquement. Mais finalement, il advint exactement le contraire. Les professeurs, les ingénieurs et les hommes d'affaires ont été bien plus aisés à simuler que le conducteur de bulldozer. Construire des systèmes qui égalent l'œil et l'oreille de l'homme, ainsi que leur contrôle sur leurs doigts et leurs mains, s'est avéré le plus difficile de nos défis de recherche. Donc, c'est ça, on s'est aperçu que finalement, le problème, l'intelligence telle qu'on l'avait circonscrite, n'était peut-être pas le vrai problème. Mais ça a des conséquences aussi pour nous, philosophes intéressants, parce que finalement, on peut se dire, c'est quand même c'est pas une idée idiote quand même de se dire que quand on raisonne, on opère sur des opérations symboliques. C'est quand même une thèse assez vieille dans l'histoire de la philosophie. Mais cette conception naïve de l'intelligence, on s'aperçoit quand on la creuse comme elle a été faite dans les années 50, que ça a des implications philosophiques un peu bizarres. La première, c'est que cette science, donc la psychologie cognitive, si on veut, qui est déclarée être empirique, a des objets qui sont des objets mathématiques. Donc déjà, on est confronté à un empirisme d'objets mathématiques. Simon dit explicitement, on écrit des programmes, on tente des algorithmes, celui qui marche, on se dit c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc on fait des mathématiques de manière empirique, les ordinateurs nous permettent de faire ça. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, les mathématiques étaient censées être non empiriques. La deuxième chose, qui est la conséquence directe, c'est que les théories s'expriment à présent par des programmes informatiques. Simon le dit, non seulement mes expériences passent par des programmes, mais finalement ce que je peux dire de théorique est le mieux exprimé par mes programmes. C'est pour ça qu'il y a très peu de théories cognitives. Il y a par contre des programmes, on vous montre des programmes en disant c'est ça le résultat, c'est ce programme-là. Et d'ailleurs, c'est une théorie tellement bien, c'est qu'elle s'effectue elle-même. Et la troisième conséquence, c'est que la recherche en sciences cognitives consiste à trouver donc les bonnes méthodes, les bons algorithmes. Et il y a un terme qui va devenir fondamental dans les années 50, qui est presque un néologisme, qui est apparu en 1945. Enfin, ce n'est pas un néologisme, justement, je veux dire, c'est le terme d'heuristique. Heuristique, c'est vraiment un terme qui est apparu en 1945, qui va être vraiment adopté par les cognitivistes pour dire, en fait, ce sont des méthodes qui ne sont jamais sûrs d'aboutir complètement, mais par lesquelles on arrive à résoudre les problèmes le plus souvent, des méthodes qui marchent bien, etc. Parce qu'ils ont très bien compris qu'ils ne cherchaient pas la certitude absolue dans la plupart des opérations de l'intelligence, mais plutôt des méthodes qui marchent la plupart du temps. Ce terme d'heuristique est intéressant parce que c'est pratiquement un néologisme en 1945. En fait, il a une histoire, il a une brève apparition au XVIIe siècle. Leibniz l'a utilisé après Jungius. Et donc, pour moi, c'est assez représentatif du fait qu'il y a dans ce projet-là grandiose de dire on va avoir une bibliothèque d'heuristique qui va réussir à simuler toute la puissance de l'esprit humain. On retrouve en fait en creux le projet de la caractéristique universelle, ça veut dire d'une langue universelle qui nous permet de résoudre absolument tous les problèmes par le calcul. Et je dirais que moi j'aime bien cette expression, c'est un livre qui s'appelle La rationalité baroque, qui décrit justement cette idée qu'il y a une clé à l'univers, une clé à l'intelligence, toute cette idée de la caractéristique ou l'alchimie. Mais en fait, je pense que dans ce qui est devenu désuet au fond, c'est qu'on est de nouveau dans une sorte d'alchimie, dans une sorte de projet alchimique, de dire on va trouver la clé de l'esprit humain. Et d'ailleurs, une des premières critiques de l'intelligence artificielle s'appellera l'alchimie, les alchimistes de l'intelligence artificielle. J'en viens rapidement au mécanisme de la
de la désuétude. Alors, il y a eu trois causes principales. D'abord, des échecs scientifiques, comme je l'ai dit au début. Je vais passer très vite, mais les résultats ont commencé à stagner, notamment au niveau de la reconnaissance des langues, de la grammaire. Très rapide, enfin, dans les années 50-60, les ordinateurs n'y arrivaient pas, on n'avait pas les bons algorithmes. Et donc, on attendait beaucoup, l'armée américaine attendait beaucoup de la traduction automatique de ces choses-là. Ça n'a pas délivré. Le jeu d'échecs, finalement, pour qu'un ordinateur gagne au jeu d'échecs, il a fallu attendre 1995. Donc, pendant les années 70, les grands maîtres battaient encore les ordinateurs. Et cela a entraîné un retrait des financements. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure le tsunami de financement qu'il y a eu. Tout ça, ça s'est tari. Et donc, ces labos de recherche, quelque part, se sont un petit peu vidés. Et puis, troisième facteur, dans lequel je n'ai pas le temps de rentrer, il y a eu, comme c'est une hypothèse philosophique, les philosophes se sont emparés du sujet. Le premier à critiquer, c'est Dreyfus, donc c'est lui qui a écrit le premier rapport, L'alchimie de l'intelligence artificielle en 1972, et qui en a fait un livre à succès, What Computers Can't Do. Et puis Searle en 1980 avec la fameuse chambre chinoise. Donc les critiques ont commencé, comme je vous le dis, donc 72-80. Et cette critique philosophique a été quelque part, pour le coup, importante, quand on dit que les philosophes ne servent à rien, parce qu'elle a permis elle a mis le doigt sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un problème technique, mais vraiment d'un problème conceptuel de ce qu'on attendait des ordinateurs et de ce qu'on attendait de l'intelligence. Voilà. Alors, très rapidement, la science cognitive sans l'hypothèse computationnelle. Alors, la science cognitive, finalement, s'est libérée de l'hypothèse computationnelle au milieu des années 80 et elle s'est très, très bien développée sans l'hypothèse computationnelle. Alors, il y a, bon, je schématise, mais il y a eu 3 vagues qui ont permis d'analyser de manière nouvelle et de manière, entre guillemets, scientifique le comportement de l'esprit humain. Il y a eu le connexionnisme, donc les réseaux de neurones dans les années 80, le dynamicisme, qui est une sorte de retour à l'hypothèse cybernétique dans les années 90, et le nouveau mécanisme dans les années 2000, chaque fois avec d'ailleurs un sous-jacent philosophique assez fort. Et donc, ce sont des domaines où la philosophie n'est jamais très loin. Il y a en surimposition de ces méthodes, des théories de l'esprit. On a eu un exposé, je crois, récemment là-dessus, à l'IHPST, sur la cognition étendue ou incarnée, où justement on dit on ne peut plus faire l'hypothèse d'un esprit désincarné qui serait un pur traitement de symboles, mais il faut prendre en compte le corps, l'action, le geste, l'environnement, l'histoire de l'individu pour pouvoir expliquer son comportement. Donc, on revient beaucoup à Merleau-Ponty, à la phénoménologie, à des choses comme ça. Et puis, il y a eu un divorce à l'amiable avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne prenant absolument plus pour modèle le fonctionnement de l'esprit humain pour inventer de nouvelles méthodes, mais vraiment les méthodes statistiques et mathématiques pures. Alors, je ne sais pas où j'en suis et qu'est-ce qu'il reste comme temps. Théoriquement, 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Alors, ouais, c'est un petit. Alors, je vais essayer de. Pardon? Je peux laisser des trucs pour les questions. Ouais. Non, alors je vais pas vous expliquer le nouveau mécanisme dans lequel je vois personnellement un retour de l'hypothèse computationnelle de l'esprit. En fait, mon idée est assez simple, c'est que dès qu'on parle de mécanisme, le calcul n'est jamais loin. Quand on réfléchit entre un concept de mécanisme et un concept de système calculatoire, il n'y a pas beaucoup de différence. Et c'est les nouveaux mécanistes qui disent en fait on veut absolument baser l'explication du comportement humain sur l'étude, sur les résultats de la neurophysiologie. Donc, ils disent qu'il faut vraiment baser nos hypothèses et nos concepts sur les résultats de la neurologie, donc des mécanismes neuronaux, c'est ça leur idée. Mais quelque part, ils peuvent se permettre de revenir à une notion de computation, de calcul,
en disant finalement les neurones calculent, alors pas du tout au sens où nous on fait des opérations symboliques comme le croyait Simon, mais finalement on peut dire en un certain sens que les neurones calculent. En un sens, avec une redéfinition de ce que c'est qu'un calcul élargi qui le rend équivalent à une notion de mécanisme. Quelque part. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on revient à une nouvelle hypothèse computationnelle de l'esprit, que finalement le cerveau, les neurones, on est bien dans un calculateur géant qui n'a rien à voir avec notre calcul symbolique tel que nous l'avons conçu. On est bien dans une forme de calcul qu'on peut donc abstraire de sa matière neuronale, je dirais, de la matière biologique. On peut modéliser le cerveau. Et cela, finalement, réactive le rêve que j'appelle alchimique de l'intelligence artificielle. Et je vais conclure là-dessus. Donc ça, c'est un philosophe très sérieux qui parle de physical computation et qui est un nouveau mécaniste et qui dit, voilà, donc ça c'est Piccinini. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ray Kurzweil, hein, le transhumaniste célèbre, a une manière de dire bah, finalement, je vais pouvoir, dans 30 années, je serai capable de télécharger mon cerveau sur un ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il dit bah, finalement, il fait un calcul extrêmement simple, il dit bah, j'ai besoin de combien de puissance computationnelle pour simuler mon propre cerveau. Il dit bah, j'ai 10 puissance 14 connexions synaptiques par seconde, ça c'est ce qu'on peut observer empiriquement dans nos observations du fonctionnement du cerveau humain. Il me faut, alors, donc ça, ce sont les connexions synaptiques. Pour rendre compte d'une connexion synaptique, de ce qui se passe à l'intérieur du neurone, j'ai besoin de 1000 transactions par seconde pour modéliser chaque connexion synaptique. Si je me donne un pas de temps de 5 millisecondes, qui est a priori la vitesse de réactivité du neurone, il me faut 10 puissance 19 transactions par seconde pour simuler un cerveau humain. Et je vous démontre avec la courbe, c'est la loi célèbre la loi de Moore, qu'on y est en 2025 et que donc on a la puissance computationnelle très bientôt pour simuler un cerveau humain. Tout ça, alors ça a l'air, enfin moi je trouve ça complètement fantaisiste, mais c'est basé sur cette idée-là que le cerveau est une forme de calcul. Avec que les neurones ne font que calculer d'une certaine manière, très différente de la nôtre, mais ils calculent d'une certaine manière. Et donc on revient à cette hypothèse computationnelle de l'esprit 50 ans plus tard, après tout un cycle de désuétude. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri, pour ta présentation.